Bon, bienvenue à cet atelier. On va évoquer en fait ensemble un sujet qui est crucial en matière d'intelligence artificielle. C'est celui justement des nouvelles formes de collaboration émergentes entre l'humain et la machine. Donc clairement, c'est la collaboration entre l'humain et la machine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne bien? Qu'est-ce qu'il faut faire notamment pour que les gens n'aient pas peur de l'IA? Et puis que cette IA soit vraiment une intelligence augmentée qui nous appuie, que ce soit dans notre quotidien, que ce soit dans les entreprises, que ce soit aussi pour l'université, pour la formation. On le voit justement, ce terme d'intelligence artificielle fait peur. On ne va pas évidemment pouvoir éviter cette révolution, donc il va falloir s'y adapter. Et la question, c'est de ne pas la subir et de faire en sorte qu'elle soit le mieux acceptée justement par la population. Alors la question derrière, c'est comment s'y prendre, comment faire en sorte que les robots et les humains collaborent ensemble intelligemment et harmonieusement, en évitant aussi évidemment de détruire trop d'emplois. Il faut que la balance soit positive entre le nombre d'emplois, de nouveaux emplois qu'on va créer avec ces robots, et ceux que justement on va aussi détruire, puisqu'il y a des métiers qui vont disparaître ou d'autres évoluer. On va parler de tout ça avec Olivier Ly, qui est chercheur au Labri, qui est juste ici, qui est le laboratoire bordelais de recherche en informatique, qui est aussi en fait le président du comité RoboCup France, puisqu'on va avoir le plaisir d'accueillir en fait la Coupe du Monde des robots en 2020 à Bordeaux. Et vous voyez, Olivier Ly en fait, est aussi le patron de l'équipe qui s'appelle Roban, qui est double championne du monde de foot avec des robots. Donc c'est dire si on a des chercheurs de talent à Bordeaux. Donc le Labri qui dépend évidemment de l'université ici de Bordeaux. On a à ma gauche Célestin Sedogbo, qui est titulaire de la chaire industrielle régionale à l'École nationale supérieure de cognitique, qui est à Talence, puisque en fait cette école qui est nationale, qui est tout comme on a l'École nationale de la magistrature à Bordeaux, vous avez ici en fait à Talence l'École nationale supérieure de cognitique qui travaille justement et qui forme les étudiants sur ces questions d'interaction homme-machine. Et on a Jérôme Laplace, qui est le président d'Aquitaine Robotics et qui est aussi patron d'une entreprise qui s'appelle Génération Robot, qui fabrique à la fois des robots pour l'industrie et des robots pour les services. Et on a Cyril Texier, qui est le cofondateur de Do You Dream Up, qui est spécialiste des chatbots. Vous savez, ce sont les petits robots conversationnels qui vous parlent sur les sites d'e-commerce à toute heure, 24 heures sur 24. On va commencer avec Jérôme Laplace. Donc, vous vendez des robots aujourd'hui à la fois à l'industrie et aux services. Quelles sont justement les demandes que font aujourd'hui les robots dans le domaine industriel et dans le domaine des services? Et comment ils collaborent avec les humains? Alors, dans le domaine de l'industrie, vous savez, vous connaissez tous le fait qu'il y a beaucoup de robots qui sont déployés. Quand je vous dis robots dans l'industrie, vous avez une espèce d'image d'Épinal qui est un grand bras dans les usines automobiles qui va faire des tâches répétitives, toujours la même chose. Ça, c'est de la robotique industrielle classique qui a démarré dans les années 60. Et ces robots industriels sont extrêmement performants, puissants, rapides, mais ils sont dangereux pour l'homme. Donc, tous ces robots, si vous regardez les photos sur Internet, ils sont séparés de l'homme physiquement par des cages, par des grillages. Si vous ouvrez la porte du grillage, vous avez un contacteur, le robot s'arrête. C'est la loi, vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a trop de risques. Depuis 2012, il y a eu quand même une espèce de révolution dans ces robots-là, dans ces robots industriels, qui s'appellent les robots collaboratifs. Les robots collaboratifs ont cette spécificité de ne pas avoir besoin de ce grillage. Ce sont des robots aussi les cobots. Voilà. Ce sont des robots qui sont un peu moins puissants, un peu moins rapides, mais surtout qui sont capables de détecter soit la présence de l'homme, soit des contacts avec l'homme. Donc là, ça ouvre des perspectives qui n'existaient pas du tout avant dans l'industrie. C'est le fait de pouvoir mettre un robot et un homme sur un même poste de travail. Ça ouvre des perspectives faramineuses. Parce que vous allez pouvoir faire en sorte qu'un robot et un homme collaborent sur une même tâche. Ça, c'est intéressant si vous vous apercevez que l'avantage de l'un, c'est l'inconvénient de l'autre. Le robot, il est puissant, il est fort, il est précis, il ne s'ennuie jamais, il peut faire la même chose 24 heures sur 24 pendant des mois. L'homme, c'est tout le contraire. Par contre, l'homme, il a une dextérité qui est inégalable. Un robot, vous lui mettez un préhenseur, une pince, et c'est toujours la même pince, ça va faire une chose. La main de l'homme, elle est capable d'attraper n'importe quoi. Et puis, l'homme a un autre avantage, c'est qu'il comprend la tâche qu'il est en train de faire. Il comprend le contexte. Donc ça veut dire qu'il est capable de récupérer les erreurs. Une pièce qui arrive dans le mauvais sens, il va le détecter. Non seulement il va le détecter, mais il va comprendre qu'elle est dans le mauvais sens. Et vite fait, il va vite remettre en place la pièce et le robot va pouvoir réagir. Et le pari de la robotique collaborative, c'est que des hommes et des robots, sur le long terme, sont plus performants que des robots seuls ou des hommes seuls. Donc ça, voilà un petit peu la demande aujourd'hui de l'industrie. L'industrie, aujourd'hui, il faut qu'elle réponde à des exigences de flexibilité. On parle de personnalisation de masse.
Il faut pouvoir reconfigurer très rapidement les systèmes de production. Donc il va falloir des outils flexibles, pas des grands outils qui sont boulonnés au sol et qui sont séparés de l'homme par des cages. Ça, c'est une des grosses demandes. Vous avez quelques robots qui sont présentés aujourd'hui, des robots collaboratifs. Allez les voir, vous pouvez les toucher. Et si vous mettez la main dessus, en particulier sur les deux qui sont à droite, pas sur celui qui est à gauche, il va s'arrêter. Oui. Il va s'arrêter. D'accord ? Ça, c'est un robot collaboratif. Vous avez vu une base mobile. La base mobile, pareil, elle est collaborative dans le sens où elle détecte la présence de l'homme, elle ne va pas vous rentrer dedans. Donc voilà un petit peu les demandes aujourd'hui dans le domaine de l'industrie. Et dans les services, quelles sont les demandes ? Parce qu'on commence à voir des robots, par exemple, arriver dans les maisons de retraite pour animer des ateliers de gymnastique, notamment. Mais quels sont les services globalement qu'on voit émerger justement avec ces robots ? Alors là, c'est plus dur parce que le domaine du service, c'est le domaine du non structuré. Dans l'industrie, tout est structuré. Le produit, il arrive en temps et en heure. La luminosité, elle est contrôlée, surtout quand on fait de la vision artificielle. Le problème, si vous voulez mettre un robot et lui donner un petit peu d'autonomie dans les lieux non structurés, les EHPAD, les écoles, les lieux publics, la maison, là, ça devient beaucoup plus difficile. Le lieu n'est pas connu, il n'est pas forcément adapté, le sol n'est pas plat, la lumière change. Vous mettez un robot à côté d'une fenêtre, si vous êtes en contre-jour, il ne vous voit pas du tout, il ne vous reconnaît pas. Donc c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, on va se limiter à des besoins qui sont effectivement relativement simples. Dans les EHPAD, on peut mettre des robots qui vont essayer de proposer un petit peu des jeux cognitifs, qui vont proposer des exercices de gymnastique. Aujourd'hui, c'est un petit peu le côté ludique. Le côté vraiment robot d'assistance à la personne, on va y arriver. On va y arriver à faire des choses, mais pas demain. Voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors plus globalement, quelles sont justement les clés pour réussir cette interaction entre l'homme et la machine ? Je dirais qu'il faut d'abord prendre en compte l'humain. Ça paraît évident, mais la robotique, si on retourne la question un petit peu différemment, c'est comment est-ce qu'on voit la robotique dans 5-10 ans ? En fait, ça va être une co-construction, forcément. Les roboticiens, les universitaires apportent des technologies, mais comment ces technologies seront façonnées ? C'est la société qui va dire j'accepte tel type de fonctionnalité ou j'accepte pas. Là aujourd'hui, l'exemple le plus saillant, c'est la robotique, c'est le véhicule autonome. Est-ce qu'on accepte le véhicule autonome ? Oui, comment, pourquoi ? Progressivement. Est-ce qu'on fait des routes dédiées ? Est-ce qu'on intègre juste des parties technologiques ? Voilà comment est-ce qu'on va le faire. Voilà. Et donc il y a une manière d'amener un robot à la fois sur un lieu de production, dans l'industrie, mais aussi dans le domaine du service. On n'a même pas un robot comme ça. Il faut expliquer, il faut démystifier. On a une image du robot qui est façonnée par notre culture. Le robot, on a tout le monde. Le mot robot n'est pas un mot spécialiste, c'est un mot que tout le monde s'approprie. Par contre, on a une image qui est façonnée par la littérature, par les films de science-fiction. Et donc, quand vous voyez des vrais robots, la réalité est tout autre en fait. Donc, il faut l'amener et l'expliquer. Alors, ce qui est important aussi, en termes de message justement à véhiculer, c'est que le robot ne va pas remplacer l'homme. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que les pays qui ont le plus de robots, ce sont aussi ceux qui créent le plus d'emplois. Oui, il y a, je ne sais plus les chiffres, mais je crois que c'est 4 fois plus de robots en Allemagne qu'en France. Ils n'ont pas de chômage. Le pays le plus robotisé, c'est la Corée du Sud. Ils n'ont effectivement pas de chômage non plus. Mais c'est sur un modèle économique qui est tourné vers l'exportation. Bon. Est-ce que les robots enlèvent de l'emploi ? Localement, oui. C'est évident. Quand on met un robot, c'est pour essayer d'automatiser une tâche, gagner de la productivité, de la qualité aussi, parce que le robot, il est précis, répétable. Je dirais qu'il va y avoir un enjeu de formation très fort. On va automatiser, la vie courante, l'automatisation, la robotisation sort des usines pour aller, comme on l'a dit, dans le service, dans la maison, dans les EHPAD, etc. Donc on va interagir de beaucoup plus avec ces machines relativement autonomes. Donc il y a un enjeu véritablement de formation. Comment est-ce qu'on réagit vis-à-vis de ces machines ? Et puis également, il y a un enjeu technologique, comment ces machines réagissent finalement à nous. Il faut qu'elles comprennent nos intentions, il faut qu'elles comprennent aussi des règles sociales. Ça aussi, c'est important. Merci Jérôme. Olivier Ly, où est-ce qu'on en est justement en matière de recherche aujourd'hui et quels sont d'ailleurs vos axes de développement en matière de recherche ? Alors, je voudrais déjà compléter le discours de Jérôme sur en particulier la cobotique. Donc, on parle d'interaction homme-machine ici. Jérôme a souligné une vraie révolution, en effet, la cobotique depuis 5 ou 6 ans, dans la robotique et dans l'industrie. Donc effectivement, de former aujourd'hui une cellule robotique et de la comprendre comme étant vraiment le couple humain-robot, où l'humain apporte
un savoir-faire. Et le robot apporte une force motrice, en général. Bon. Et pour l'illustrer, alors peut-être je peux prendre le rôle de rentrer dans un détail pour comprendre un peu la véritable difficulté profonde en fait de ce changement. Bon, il y a deux exemples emblématiques. Alors, par exemple, la première application, c'est un opérateur tient une très grosse perceuse pour percer des trous dans un ouvrage. Là, on va utiliser un cobot. Le cobot va porter l'outil fort, ça, il va le porter, il va se charger du poids de l'outil, et l'opérateur va le guider physiquement. Il va lui-même prendre l'outil et puis le guider là où il faut percer un trou, parce que lui seul sait, justement. Et ce faisant, on va évacuer tout un tas de TMS dus à de troubles musculo-squelettiques, hein, dus à la charge brute, en fait, et la production de force pour maintenir cet outil-là. Bon. Donc là, il y a une première difficulté qu'on voit, c'est dans une application comme ça, c'est que l'opérateur, lui, il fait comme d'habitude, en fait. Il tient la perceuse, il la positionne et il perce. Le robot n'est là que pour soutenir son poids. Alors ça veut dire que l'interaction qu'il y a entre l'homme et le robot, il n'y a pas une manette, il n'y a pas un clavier, il n'y a même pas un micro. C'est une interaction physique. Et ça veut dire que le robot, qui par rapport à un téléphone est justement un système sensorimoteur, se sert de cette interaction physique en fait, pour comprendre l'intention motrice de l'humain. Et là, il y a une vraie difficulté. Une vraie difficulté parce que on n'a pas un bouton. Alors bien sûr, il y a un bouton d'arrêt d'urgence en général, hein, mais c'est tout. On n'a pas de guidage comme ça, c'est l'homme qui suit. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le robot, lui, il est conscient qu'il porte une charge, il la connaît, il connaît son poids, donc il peut l'identifier dans les forces qu'il subit. Et distinguer du coup cette force du poids de l'objet, en fait, de l'impulsion donnée par l'humain pour le guider. Pour pas qu'il résiste, parce qu'il doit résister au poids de l'outil, il ne doit pas résister à la sollicitation de l'humain. Donc il doit avoir un premier step d'intelligence motrice. Important. Alors ça, on sait le faire à peu près. On sait le faire, c'est un bras anti-gravité. Un autre exemple emblématique de la robotique, et qu'on ne sait pas faire du tout, cette fois-ci, c'est plutôt le déménageur. On a un robot mobile, à roues, à pattes, peu importe, à la limite. Et puis, il porte une charge encombrante, porte un piano avec un humain. Bon, peut-être pas un piano, c'est trop, mais il porte en couple ce travail-là, une grosse charge avec l'humain. Alors, nous, quand on fait ça, à deux, s'installe entre les deux opérateurs, entre les deux hommes, les deux femmes, etc., une communication assez complexe. Une communication qui est d'abord bien sûr verbale. Alors, encore une fois, il n'y a pas de manette. Hein. Du coup, porte la charge avec le robot, il n'y a pas de manette pour piloter le robot. Le robot doit se suffire de ce qu'il a, c'est-à-dire, il porte la charge et il voit l'humain. Donc là, s'instaure cette communication qui est faciale, qui est de déplacement, qui est motrice, enfin. C'est-à-dire, je peux résister pour dire à mon partenaire de s'arrêter. Je surveille mon partenaire pour qu'il ne se cogne pas. Bref, chacun des deux doit avoir une compréhension du monde et de ses mécanismes très forte, que n'a absolument pas le robot actuellement. Donc ça veut dire que ce robot-là, quand il va porter sa charge, dans ce transport de charge, alors que normalement, les robots, ce qu'on sait faire, c'est un robot chez Renault qui porte une charge, toujours la même, toujours dans le même sens, toujours au même endroit, de plus en plus rapidement, de plus en plus précisément. Et voilà. Là, on n'est plus du tout sur ce schéma-là. Le robot doit comprendre lui-même aussi la tâche dans une certaine mesure, même si c'est l'homme qui guide. Si c'est l'homme qui guide, l'homme va devoir stopper le robot juste en appuyant, comme on fait avec un partenaire. Ça, le robot devra le comprendre. Il doit avoir cette intelligence motrice-là, qui est propre à la robotique, mais qui est propre à l'intelligence artificielle, pour le coup. Là, c'est vraiment un problème d'intelligence artificielle que de comprendre l'intention du partenaire et l'intention de l'homme dans ce nouveau type d'IHM, en fait, très important, qui est le contact physique, charnel, en fait. Ça veut dire qu'il y a encore quand même pas mal de freins technologiques et donc un potentiel énorme pour développer les interactions entre les robots et l'homme. Alors oui, frein technologique, parce que déjà, il n'y a pas la techno pour faire tout ça. Parce que j'ai cité cet exemple, à l'autre, si on le continue un peu, on tombe sur les exosquelettes. L'exosquelette, un mécanisme qu'on s'adjoint, qui doit aider
suppléé, mais en tout cas sans aucune interface. Donc il C'est-à-dire doit c'est un comprendre bras aussi qu'on l'intention vous motrice. greffe par exemple sur l'avant-bras et qui Ouais. vous donne une certaine puissance qui vous permet de lever Exactement. des charges extrêmement lourdes. Mais encore une fois, sans manette, sans rien. Donc l'exosquelette doit comprendre quand je marche avec, par exemple, il ne doit pas m'empêcher de marcher, il ne doit pas m'empêcher de m'asseoir. Et pour autant, quand je marche, il doit m'aider. Donc il doit pousser au bon moment. Donc ça, c'est dur, en fait. Donc oui, il y a un frein technologique parce que, par exemple, il n'y a pas les moteurs. Les moteurs sont trop gros. Et les batteries, il y a tout un tas de technologies qui sont difficiles. Mais il y a un frein aussi scientifique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment faire cette interaction-là. Déjà même dans le contrôle physique du robot, mais aussi dans la compréhension du monde et de ses mécanismes. Et là, on rentre dans le cœur de l'IA. Que doit avoir le déménageur quand il voit tout ce qui peut tomber, tout ce qui peut, ainsi de suite. Voilà. Et en matière culturelle, évidemment, on a des freins aujourd'hui du coup qui sont extrêmement importants. Alors en matière culturelle, peut-être dans l'acceptance du robot. Dans l'acceptation culturelle. Alors oui. l'acceptation, oui, bien sûr. Oui, particulièrement en Europe et particulièrement en France par rapport à d'autres pays. Alors que, effectivement, comme l'a souligné Jérôme, c'est inversement proportionnel au nombre d'emplois. C'est-à-dire que globalement, en tout cas, mais bon, c'est difficile d'avoir une vue non biaisée de ça, mais Oui, parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Ouais. Mais là, sur les axes de recherche au sein du Labri sur lesquels vous travaillez pour améliorer justement ces interactions entre l'homme et la machine, quels sont-ils? Alors nous, on travaille plutôt sur la robotique autonome pure et dure, c'est-à-dire sans tant que ça d'interaction avec l'homme. Encore que sur le contrôle moteur, là oui, effectivement. C'est-à-dire on développe des articulations qui sont puissantes, mais néanmoins capables d'avoir déjà une certaine compréhension de la force qui leur est appliquée et de l'intention motrice de l'utilisateur. Mais un degré mécatronique. Après, on travaille sur d'autres trucs plutôt d'autonomie, donc d'IA, de repérage, ainsi de suite. Voilà. Merci Olivier. Alors on va parler maintenant aussi formation, notamment des étudiants en intelligence artificielle. Célestin Sedogbo. En matière de formation, sur quoi vous mettez l'accent avec vos étudiants à l'École nationale supérieure de cognitique? J'espère que mon micro fonctionne. Oui, bien. Il fonctionne. Eh bien, écoutez, à l'ENSC, qui est donc l'École nationale supérieure de cognitique, l'enjeu pour nous est de former des ingénieurs qui, évidemment, acquièrent les sciences de l'ingénieur, mais en même temps ont une connaissance du mécanisme de fonctionnement de l'humain. Nos ingénieurs doivent être recrutés dans des entreprises dans lesquelles ils doivent poser 2 questions essentielles. À quoi ça sert et pour quel usage? Donc l'humain a une mémoire, un comportement, un raisonnement. Dans son interaction, il y a toute interaction avec un système impacte, je dirais, à la fois sa perception, sa physiologie. Donc tous ces impacts, ça fait partie des choses que nos étudiants doivent comprendre et être à même demain dans les entreprises de poser les questions essentielles que j'ai rappelées. Alors si je prends deux exemples sur lesquels nous travaillons à l'école. Ce que nous appelons l'UX, c'est donc généralement c'est la relation humain-système. C'est l'expérience utilisateur en anglais. Donc la relation humain-système. Si je reprends par exemple le cas du Kobo, prenons le cas du Kobo, vous avez un individu dans une entreprise qui soudain, au lieu de travailler avec son bras, utilise un bras artificiel, motorisé, pour faire une action. Comment son cerveau perçoit-il l'action? Rappelez-vous, nous apprenons, apprendre, c'est faire une action et la répéter. Et cette répétition, c'est de cette répétition que naît notre faculté, donc de nos neurones, à être réactivés. Donc soudain, je ne fais plus le geste, je confie le geste à une extension de mon corps. Que se passe-t-il dans notre cerveau? Donc il ne s'agit pas simplement de dire j'ai un Kobo, il a une optimisation de l'entreprise, on gagne de l'argent. Il faut aussi optimiser la relation humaine. Nous devons, donc, c'est cela, nos étudiants apprennent une chose,
apporte une chose essentielle qui est comment optimiser la relation humain-système. Il ne faut pas juste optimiser l'usine, la production, il faut optimiser cette relation aussi. Le deuxième cas, c'est ce que nous appelons, qui est pour moi le futur, hein, c'est ce que sera l'intelligence artificielle demain, le partage de connaissances. En effet, je pense que sur le plan biologique, nous sommes arrivés aux limites de notre cerveau. Je ne pense pas que le cerveau humain, notre boîte crânienne, ne pourrait plus grossir. Et mon cerveau, en tout cas, nous pensons que nous sommes aux limites de ce développement. Et mon cerveau va croître en utilisant le vôtre. Mon cerveau va devenir plus grand parce que je vais utiliser une part de votre intelligence. Et cela signifie que ce que nous... Donc, c'est le partage de la connaissance est le futur enjeu. Partager une connaissance, par exemple, dans un monde dans lequel vous avez un environnement avec un robot, des cobots, des humains, présuppose une chose dans une machine. Quelle est la représentation que j'ai? Quand je rencontre quelqu'un, j'ai une représentation de la personne. Elle m'est sympathique ou antipathique. J'ai une anticipation de ses valeurs. Est-ce que je la crois ou je ne la crois pas? Notre confiance provient de cette représentation que nous avons de l'autre, représentation qui est parfois erronée, qui est parfois pas forcément fondée, mais c'est une représentation. Que devient un monde dans lequel vous avez un flux organisationnel dans lequel vous avez des humains, des agents artificiels? Comment je me représente l'autre? Et déjà, même en tant qu'humain, prenons un centre de décision. À la RATP, il y a une crise, le train déraille, et vous avez un centre de commandement qui doit comprendre l'événement. Comment je sais ce qu'a compris mon voisin? Qu'ai-je de sa représentation? Donc déjà, ça fait partie vraiment des enjeux que nous essayons donc de comprendre, qui est comment se font les décisions collectives. Et donc pour nous demain, en tout cas, c'est le partage de la connaissance qui est la suite logique de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est pour ça que la semaine dernière, il y avait le premier forum en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, sur l'intelligence collective qui s'est déroulé à Bordeaux. Absolument. Et par exemple, dans les choses, dans les indications, par exemple, on peut voir, jusqu'à présent, vous prenez un système le plus entraîné que vous ayez. Et vous le mettez en face une forme d'intelligence, ce qu'on appelle la décision collective, qui serait la suivante. J'ai un problème, un avion qui est immobilisé, j'appelle 50 experts mondiaux, je leur donne 5 minutes. En 5 minutes, j'aurai une réponse qui sera probablement une réponse meilleure à celle que tout système isolé pourrait donner. Ce sont des tests que nous faisons sur le plan, donc, en tout cas, des études cognitives, dans l'intelligence collective, qui montrent qu'on a de nouvelles façons de... La décision collective a de très beaux jours devant. Donc voilà, donc ça fait partie vraiment des éléments sur lesquels nos élèves doivent être performants demain, être capables d'apporter les besoins les besoins actuels en termes d'interaction, d'ergonomie, de prise en compte de l'humain. Et pour peut-être poser un peu plus le problème, c'est que ce matin, nous avons entendu parler d'intelligence artificielle, de leur déploiement, etc. La première chose que nous apprenons à nos élèves est la suivante. Il faut d'abord commencer par la modélisation de l'activité. Qu'est-ce l'activité? Que doit faire l'humain? Que doit faire un système automatisé? Et c'est de cette relation que vous devez déduire quelles sont les tâches qui doivent être supervisées par un humain en lui apportant ainsi une vraie valeur ajoutée. Parce que le monde de demain est un monde dans lequel humains et systèmes intelligents vont cohabiter, mais la valeur essentielle pour un humain, c'est d'avoir des tâches à valeur ajoutée. Et notre rôle dans la conception des systèmes est de veiller à ce point qui est que les systèmes doivent être conçus de façon à ce que l'être humain, les humains, aient toujours une fonction à valeur ajoutée. Merci Célestin pour ce message important. Cyril Texier, on voit une autre forme de robot se développer aujourd'hui énormément. Ce sont les chatbots, donc les robots conversationnels sur les sites d'e-commerce. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire justement aujourd'hui exactement? Jusqu'où ils peuvent aller et quelles sont leurs limites?
Alors, pas que sur les sites e-commerce, hein, c'est aussi en interne. Je rejoins tout ce que vous dites. Bon, une machine, c'est bête. C'est bête, bête, bête. C'est à vous de la rendre intelligente. Et encore, qu'est-ce que veut dire le mot intelligent? Donc, nous, on parle plus d'intelligence augmentée et pas d'intelligence artificielle. Artificielle, ça voudrait dire qu'elle est capable de remplacer l'intelligence humaine, et pas du tout. Pas du tout. Une machine, c'est bête. Et c'est à vous de faire apprendre quelque chose à la machine. Donc, notre métier, nous, c'est de créer le dialogue entre l'homme et la machine. Donc on a créé un moteur de dialogue, aussi bien à l'écrit qu'à la voix, et de détecter les intentions pour y répondre de manière automatique. Donc elle peut faire ce que l'humain est capable de lui faire apprendre, des choses bêtes et méchantes et répétitives, qui n'a pas de valeur ajoutée, et je rejoins ce que tu disais, Célestin, et l'humain aura à traiter des choses à valeur ajoutée. Donc la relation entre la machine et l'humain, c'est la machine va décharger l'humain des choses répétitives, c'est vieux comme le monde, et l'humain va être, lui, certainement plus intelligent, parce qu'il va se concentrer sur des choses à valeur ajoutée. Pourquoi je dis que la machine est bête? C'est assez simple. Tout à l'heure, il y avait un pitch que j'aimais bien. Quand vous écoutez Luc Julia, qui est vice-président de Samsung, un cofondateur de Siri, entre autres, ou Yann LeCun, il vous dit que pour faire apprendre une machine ce qu'est un chat, il faut 10 000 photos. Vous prenez un enfant de moins de 5 ans, il voit 2 chats, toute sa vie, il sait ce que c'est un chat. Une machine, vous lui faites voir un chat dans la nuit, il ne sait pas ce que c'est. C'est l'humain qui doit lui faire apprendre. Donc artificiel, pour moi, c'est pas le bon terme. Ok, c'est un effet de buzz. Et j'ai un autre chiffre qui est assez marrant. Il y a une étude qui a été réalisée par une société anglaise qui a déterminé que sur les sociétés qui parlaient d'intelligence artificielle, 40% d'entre elles ne faisaient pas d'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Intelligence, on peut en parler. C'est quoi l'intelligence? Et artificielle, c'est pas le bon terme. Voilà. C'est comme le développement durable. Il y a un moment où ce sont des termes qui sont très employés parce qu'ils sont dans l'air du temps, ils sont galvaudés, d'où l'importance justement de décrypter tout ça. Alors comme on veut justement augmenter notre intelligence et partager tout ça avec vous, on va vous donner la parole. Mais à la rigueur, je suis content parce que quelque part, on a créé un ministère ou un sous-secrétaire d'État de l'intelligence artificielle qui s'appelle Villani, qui fait bouger l'écosystème. Et c'est peut-être comme ça qu'on a des manifestations. C'est bien, mais il faut faire attention aux abus de langage. On va vous faire passer un micro, donc vous allez pouvoir poser des questions justement aux intervenants qui vont pouvoir compléter comme ça leurs analyses. Je remercie d'avance la première personne qui va poser la question, parce que ça va en déclencher d'autres. Oui, merci. Il nous reste un petit quart d'heure. Bonjour, alors merci pour vos interventions. Moi j'avais une question peut-être pour vous tous, plutôt générale, puisque Jérôme Laplace, en fait, vous disiez que le cobo, ou les robots mobiles, les bases mobiles, en fait, sont collaboratives, à ce que j'ai compris, dans la limite où elles s'arrêtent dès qu'elles détectent un humain. Est-ce que c'est ça la collaboration? Est-ce que ça se résume à ça? Est-ce que c'est autre chose? Alors, si, c'est bon. Ouais. Effectivement, j'ai fait un petit raccourci, mais vous avez raison. Aujourd'hui, le terme robot collaboratif, c'est le terme consacré au cobo. Et force est de constater qu'il y a assez peu de tâches collaboratives. On parle plutôt de robots coopératifs. Ce qu'on voit souvent dans les usines, c'est un robot qui est à côté de l'homme et qui partage une tâche. Et c'est assez séquentiel. Il y a très peu, même si on en a mis en place, nous on en a mis une en place, où le robot est en face de l'opérateur, ou en l'occurrence c'est une opératrice, ça existe quand même. Mais c'est une tâche qui est le tout début. Là, Célestin me dirait tu vas pas très loin dans la collaboration. C'est le tout début de la collaboration parce que c'est une tâche un petit peu séquentielle. L'opératrice donne la pièce est détectée, le robot va faire quelque chose, enlève la pièce, fait autre chose, remet. Bon, c'est très séquentiel et c'est très organisé. Alors que ce qu'on a en tête, et notamment avec ce que décrit Célestin, c'est qu'il faudrait que le robot puisse détecter, comme l'a dit aussi Olivier, l'intention de l'homme. On a fait des choses là-dessus, mais c'est resté à l'état de démonstrateur. Essayer de comprendre la posture de l'homme, la directionnalité de son regard. On avait fait par exemple une chose, c'est je tendais la main au robot, le robot est en face de moi, et le robot en fait réagissait en disant bon ok j'ai vu la main. Alors, il avait plusieurs manières de l'exprimer. C'est soit il regardait la main
et il revenait vers moi. Donc là, c'était très rapide, du style, il me disait bah, j'ai vu la main, mais ça m'a pas l'air important. Il faisait la même chose, je regardais la main, il mettait un peu plus de temps, et puis il me regardait, éventuellement il revenait. Donc il dit j'ai l'impression que c'est important, mais j'ai pas compris ce que tu attendais de moi. Et puis la dernière chose, c'est que je lui tends la main, et effectivement, il regarde, il comprend, et il fait une action, il me tend un outil. Donc cette partie-là, aujourd'hui, nous on avait fait un démonstrateur pour Renault, elle n'est pas du tout encore dans l'industrie. C'est pas du tout normalisé, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais à mon avis, c'est le sens. Si on synthétise un peu tout ce qu'on a dit, quelle est la nouvelle étape? La nouvelle étape, ça va être d'intégrer les sciences humaines, les sciences cognitives, la compréhension de l'homme, toute la communication non verbale. Et puis après, l'étape encore d'après, c'est les règles sociales. Le robot mobile, là, il est capable de passer entre deux personnes qui discutent. C'est valide, hein, s'il y a l'espace qui passe, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas une règle sociale. La règle sociale veut que deux personnes qui discutent, on fait le tour. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on recherche beaucoup, notamment dans le numérique, des UX, donc justement, qui travaillent sur l'expérience utilisateur et ces interactions entre l'homme et la machine. Ce sont des profils qui sont très recherchés. D'autres questions? Oui. Vous voyez, ça va pas tarder à en déclencher d'autres. Hein. Bonjour. J'ai l'impression que dans l'industrie en général, ils essayent de construire des lignes de production qui sont justement le plus répétitives possible, où il y a le moins de variations possible. Du coup, je comprends pas trop la place de ce que vous avez appelé la personnalisation de masse. Je vois pas trop ce que ça signifie en réalité dans l'industrie. Alors, la personnalisation de masse, c'est Peugeot qui nous dit je dois sortir un nouveau véhicule tous les 6 mois. Alors, un nouveau véhicule, c'est quoi? C'est grosso modo, il y a quelques options qui changent, la couleur, une baguette sur le côté, on va dire c'est la Renault Cactus, machin. Voilà, c'est ça la personnalisation de masse. Ça ne veut pas dire qu'on va modifier tous les 6 mois la chaîne de production qui est en amont. Dans une usine automobile, vous avez tout le début de la chaîne de production, vous n'avez pas un humain. Là, c'est des très grands robots, c'est de la robotique industrielle classique, il y a des cages, découpe laser, soudure. Le bas de caisse, il est fait pour 20 ans. Et ça va être le bas de caisse de la Scénic, le bas de caisse de la Mégane, voilà, d'accord. Et c'est à la fin. Et là, on commence à personnaliser. Et la société de consommation dit moi, je veux un iPhone tous les 6 mois, un nouvel iPhone tous les 6 mois. C'est ça. On fait des produits de masse, mais il faut être capable de les personnaliser et de les changer. Donc, ça nécessite quoi? De reconfigurer une partie de l'outil de production. Et reconfigurer un outil de production, c'est dur. C'est dur. Donc, il faut des nouveaux outils, il faut des choses beaucoup plus flexibles. D'accord. C'est ça sur ça. Après, il y a un autre aspect, c'est que là, on a parlé des grands groupes. Les grands groupes, ils ont de la volumétrie. La volumétrie, ça veut dire qu'ils sont capables de faire des lignes de production, de découper, faire du taylorisme, et on met un robot sur une tâche très simple. Mais vous avez aussi les PME, les PMI, qui commencent à s'intéresser à la robotique. Ils vont dire, moi, je n'ai pas un volume 24 heures sur 24 pendant 10 ans qui va me permettre de justifier l'achat de 10 robots. Par contre, un robot collaboratif, ça devient intéressant parce que je peux le déplacer, certains sont sous roulette, je le mets à poste, je le programme. Un truc qu'on n'a pas dit sur les robots collaboratifs, c'est la programmation par démonstration. Je prends le bras, je lui montre les gestes qu'il a effectués. Donc ça, c'est assez facile. Donc les compétences sont déjà un petit peu plus accessibles pour les PME. Et le robot va peut-être pas travailler 6 mois, mais il va travailler 2 heures, 10 heures, 2 mois, j'en sais rien. Et ensuite, il va être reconfiguré. Et donc le retour sur investissement va être trouvé sur plusieurs tâches. Donc ça, c'est aussi une nouveauté avec les robots collaboratifs. Et puis ce qui est important, c'est qu'on le voit justement, le temps d'innovation s'accélère, ce qui fait que l'industrie, comme disait Jérôme, va devoir justement diminuer aussi justement la durée de vie de ces chaînes de production et être extrêmement agile. Donc pour ça, ils vont avoir besoin aussi de robots qui ne soient pas trop standardisés non plus. Il y avait une autre question. Oui, c'est vous. On a beaucoup parlé des robots. Est-ce qu'on pourrait voir un autre aspect? On pourrait plus parler des chatbots. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos-là? Quelle est la question? Voir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les chatbots? Ouais, je peux vous dire ce que vous voulez. C'est-à-dire comment ils sont conçus, comment on travaille sur l'interaction machine, quelles sont les clés, c'est ça que vous voulez oui, voilà. développer? Chatbot, c'est la contraction de chat, écrit, et robot, bot. Donc déjà, c'est la base. Vous allez sur un site internet, sur une appli,
ce que vous voulez. Donc, vous cherchez une information, vous avez une question. Et historiquement, le chatbot, c'était des assistants virtuels, ce qu'on appelait des avatars, qui sont transformés en plus ou moins une barre de recherche ou une boîte de dialogue, et qui s'est devenu central. Donc, le chatbot, va comprendre votre question avec votre langage, avec vos fautes d'orthographe, vos syntaxes. Je dis toujours, pour une réponse attendue, il peut y avoir 50 formulations différentes, parce que chacun s'exprime différemment, avec ses fautes d'orthographe, avec son langage SMS. La difficulté d'un chatbot, c'est comprendre l'intention et de répondre. Moi, je suis fournisseur d'un logiciel, je ne pourrais que répondre que si mon client a apporté la réponse. Sans ça, je ne peux rien faire. Je peux comprendre toutes les questions de la Terre. Sans réponse, je ne peux rien faire. Et de plus en plus, ça va passer aussi par la voix. Ça, c'est l'enjeu, notamment sur les Exactement. chatbots demain. Alors, la difficulté de la voix, c'est on s'exprime à l'écrit de manière différente, on s'exprime à la voix, à l'oral. Donc, entre les bruits alentours, les accents, le débit, le flux, la difficulté, elle est autre. Mais ça reste un bot. Et ça reste une interaction, un dialogue. D'autres questions ? Merci. J'aurais une question en termes de collaboration. Est-ce que le champ qu'on a vu, parce que vous êtes tous un peu spécialisés dans votre domaine, était très, très spécifique. Un être humain, il a ses capteurs, il a ses 5 sens, il a son système nerveux et son cerveau. Est-ce que on va dire, l'état de la recherche actuelle permet d'envisager d'aller plus loin que dans les simples capteurs habituels que sont peut-être la voix, la vue et ces choses-là, et d'aller peut-être interagir directement avec le système nerveux de l'individu? Olivier ? Oui, je ne suis pas trop spécialiste de ça, mais oui, alors par exemple, un champ d'illustration, un champ d'application qui illustre ça, c'est les exosquelettes, on a commencé à en parler tout à l'heure. Donc on adjoint à un mécanisme qui permet d'augmenter la puissance ou la précision d'un geste au corps humain, et il faut communiquer avec ce mécanisme, avec cet appareil, pour que lui ne fait justement pas une tâche répétitive, il est là pour vous aider quand vous marchez ou bien quand vous manipulez un objet. Voilà. Donc une tâche potentiellement complètement dirigée par l'homme, en fait, sans aucune interaction. Donc là, les interactions possibles, elles sont multiples et plus ou moins intrusives. Elles peuvent être juste un scratch sur le bras ou sur la jambe, jusqu'à une implantation plus osseuse et même sur les terminaisons nerveuses, ce qu'on fait pour une prothèse, hein, de toute façon. Donc il y a plein de recherches. Alors moi je ne suis pas spécialiste de l'implantation nerveuse, mais oui, mais Célestin peut en dire plus. Et Célestin, pour compléter. Disons que on a aujourd'hui dans le champ de la recherche des travaux qui sont sur l'exploitation multisensorielle. De ce point de vue, je vais prendre des domaines d'application comme sur, par exemple, la rémédiation cognitive. C'est le champ dans lequel vous avez quelqu'un qui, par exemple, a une maladie de l'œil, une dégénérescence, a une vision diminuée, par exemple, ou bien, par exemple, un implant de cochléaire. Ce que vous allez faire, c'est que l'implant va avoir un effet qui est d'amplifier extrêmement les bruits. C'est très dérangeant pour le cerveau parce que vous perdez la capacité à filtrer. Quand on parle autour de moi, je suis capable d'entendre une seule voix et pas toutes les autres. Donc nous avons ce filtre. Et ce filtre, donc, on le perd lorsqu'on perd l'audition. Ce qu'on va faire comme travaux typiquement va être d'utiliser notre faculté, le cerveau étant multimodal, va être par exemple d'utiliser la faculté qui est que quand je regarde monsieur qui est à 11h, eh bien évidemment, lorsque je le regarde, mes implants vont absolument à ce moment-là prendre cette fenêtre, me permettant ainsi de réduire l'ensemble des bruits en dehors de ce cône et qui vont me permettre d'avoir une meilleure audition. Et on peut faire un certain nombre de choses, des travaux qui sont sur l'augmentation cognitive. Ça, c'est vraiment un point qui est donc la rémédiation cognitive. Il y a beaucoup de travaux sur la perception donc multimodale, sensorielle, etc. Sur le plan de la collaboration, il y a des travaux aujourd'hui sur la commande commandée
la commande par le regard, qu'on expérimente par exemple dans les voitures, qui serait sur un tableau de bord, je regarde un tableau de bord, là il faudra inventer, évidemment, le mouvement sémantique. Est-ce que quand je regarde mon tableau de bord, est-ce que quand je regarde par exemple la radio, est-ce que je veux augmenter le son, est-ce que je veux changer? Voilà, le regard ne dit pas tout, donc il y a une sémantique qu'il faudra en tout cas inventer. Mais il y a de nombreux travaux qui portent sur l'exploitation en tout cas de nos sens, et des laboratoires prestigieux en France, très compétents sur à la fois l'ouïe, l'audition, le toucher. Il y a vraiment de très grands travaux. Ce que je regrette tout simplement pour ma part, c'est que ces travaux soient si peu utilisés. C'est-à-dire qu'on voit un grand développement, on nous parle énormément d'humain, mais ce qu'il y a, c'est que nous constatons en tout cas qu'il y a une très, très faible utilisation des capacités, enfin en tout cas des expertises de nos laboratoires dans ces différents champs. Merci Célestin. Madame? Bonjour, on parle beaucoup de collaboration, coopération humain-machine. Bon, c'est des termes qui sont discutables. Voilà, donc ma question, c'est de savoir qu'en est-il d'un collectif de travail et l'organisation du travail dans cette relation plutôt dualiste, on va dire. Quelle est votre réflexion là-dessus? Parce qu'on va dire que l'activité, ça a été évoqué, mais l'activité de travail ne se résume pas aussi aux tâches cognitives. L'humain ne se résume pas aux tâches cognitives. Donc, quelle est votre réflexion dans cette approche plus systémique, on va dire, comment ça s'inscrit la machine dans ce système d'activité qui est beaucoup plus large qu'une tâche cognitive de l'humain? Oui. Comment on intègre ça dans l'organisation du travail? J'ai parlé essentiellement, dans un premier temps, de la relation, j'ai parlé donc de l'expérience utilisateur, un humain face à un système. Il y a un deuxième enjeu qui est bien évidemment le fait que, c'est ce que j'ai appelé le flux organisationnel. Dans une organisation, il y a un flux. Et si je prends le grand travers de notre industrie, est de penser que les humains sont répétitifs, qui sont égaux, qu'il n'y a pas de variabilité. Or, il y a une très grande variabilité. Cette variabilité fait que demain, je ne serai pas le même, que la mobilité de mon bras ne sera pas la même parce que j'aurai mal dormi, parce que dû à différents phénomènes. Donc le flux humain organisationnel est un élément qui va profondément changer. C'est pour moi une des très grandes révolutions de demain. Notre mode de travail va changer, notre mode organisationnel va changer, parce que tout simplement, nous avons à la fois non seulement une organisation qui est une organisation qui doit être une organisation pensée différemment, une organisation pensée en termes de variabilité humaine, qui doit, elle, ce n'est pas à moi de m'adapter. Ce n'est pas à moi de m'adapter aux conditions de travail. Les conditions de travail doivent être conçues en prenant en compte ma propre variabilité. Le deuxième élément, c'est que nous avons un certain nombre d'outils nouveaux, robots, cobots, qui vont apparaître dans cet environnement. Et ça pose un problème qui est celui de l'organisation. Lorsque je regarde mon collègue de travail, on se comprend. Nous nous regardons, en ce regard, on se comprend. Je regarde le robot, je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux le comprendre. Est-ce qu'il me comprend? Je n'en sais rien. Et cela fait partie, en tout cas, des enjeux qui sont les enjeux véritablement... alors, certains de mes collègues appellent cela l'intelligence collective. Enfin, on peut l'appeler ainsi. Mes collègues qui sont dans les facteurs humains l'appellent plutôt le flux humain organisationnel. En tout cas, quel que soit le terme par lequel les uns les autres, en tout cas, le désignent, cela fait partie d'un enjeu qui est un enjeu essentiel, qui est le fait que notre organisation de travail, la façon dont les humains collaborent, interagissent entre eux, a une dimension qui est une dimension à la fois non seulement sociologique, mais qui est une dimension, quand je dis cognitive, au sens véritablement de la cognition sociale. Merci Célestin. Un mot chacun sur quels sont justement les enjeux en termes d'intelligence artificielle à court et moyen terme. Jérôme? Je dirais... alors, l'enjeu, ce serait de sortir du buzzword. On est ici entre gens qui s'intéressent à l'intelligence artificielle. Quand on lit intelligence artificielle dans les médias, et les 60% de ceux qui en font, souvent font du machine learning, de l'apprentissage. L'intelligence artificielle, si on revient aux racines, c'est beaucoup plus que ça.
c'est la représentation des connaissances, c'est le langage, c'est la planification. C'est tout ça qu'on oublie pour faire à terme une machine intelligente capable d'interagir. Donc évitons cette réduction de l'IA au machine learning. C'est pas que ça. Merci Jérôme. Olivier? Les enjeux c'est trop vaste en fait. Peut-être un des trucs vraiment très durs, c'est plus le message que vous voulez faire passer. Oui, il y a une nécessité de comprendre effectivement le monde, ses mécanismes et ça, ce qui est nouveau, c'est que on a des algorithmes qui se confrontent il leur faut beaucoup de données et en fait la connaissance du terrain, de l'utilisateur, de l'objet qu'on manipule est primordial et même peut-être est devant l'algorithme en lui-même. Et donc peut-être pour l'avenir, disposer de ces données, avoir les entités, les pays, les boîtes, je ne sais pas trop quoi exactement. En tout cas, la possession de ces données-là, il faudra peut-être réfléchir politiquement parce que plus encore que les algorithmes, le cœur de la guerre qu'il va y avoir sur ça, il est probablement là. C'est effectivement un enjeu stratégique. Cyril? Je rejoins ce que dit Jérôme, parce que sur l'intelligence artificielle, et attention aux buzzwords, on est qu'aux prémices, et attention à ne pas surestimer de ce qui va se passer. On a une attente très forte, et ça va prendre des années et des années. Je crois qu'on ne sera peut-être plus là avant que les machines potentiellement remplacent l'homme. Et attention à ce qu'on ne soit pas refroidi très vite aussi. Donc là, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'enjeux, on parle beaucoup de données. Sans données, on ne peut pas faire d'intelligence artificielle, si je reprends le terme vraiment intelligence artificielle. Et puis après, à côté, il y a un enjeu RGPD, donc jusqu'où on va aller, j'en sais rien. C'est un peu brouillon en ce moment. Par contre, il y a l'envie, ça c'est sûr, il y a l'envie de faire accélérer les choses, mais il faudra des années, voire des siècles, avant que la machine prenne le pas. Et en tout cas, c'est une révolution qu'il ne faut pas rater. Un dernier mot de Célestin? En terminant tout simplement en disant que pour nous, l'enjeu de demain, c'est le partage de connaissances. Comment faire en sorte que dans un environnement dans lequel nous serons de plus en plus reliés les uns aux autres, comment collectivement nous faisons en sorte que nous soyons plus intelligents. En partageant, je dirais, nos connaissances soit pour accomplir une tâche, pour accomplir une mission, ou pour tout simplement, vivre mieux tout simplement. Merci beaucoup, c'est justement une belle conclusion. On peut les applaudir tous les quatre.